Bienvenue à vous pour ces débats spéciaux législatifs sur notre site internet. Aujourd'hui, on prend la route de la première circonscription du Tarn-et-Garonne, un territoire de 125 000 habitants qui couvre Montauban et la moitié est du département, jusqu'à La Guépie, en passant par Nègrepelisse. Également sur ce territoire, pour vous donner quelques repères, Villebrunier au sud et Montpezat de Quercy au nord. Nos invités vont tout de suite vous parler, en quelques mots et à tour de rôle, de cette moitié du Tarn-et-Garonne. 5 candidats pour ces élections législatives sont avec nous. Pierre Mardegan, bonjour. Bonjour. Candidat à La République En Marche. Comment, en quelques mots, vous décririez ce territoire sur lequel vous êtes candidat ? Alors, en deux mots, dire que cette première circonscription est la représentation réelle du département du Tarn-et-Garonne avec une problématique typiquement urbaine, une grande ville comme Montauban, deuxième ville de l'ex-région Midi-Pyrénées, et l'expression aussi de la problématique du milieu rural, avec une grosse partie du territoire. Deux problématiques que je connais bien de par l'exercice de mon métier, médecin d'urgence et de SAMU. Et j'ai envie de dire, il faut avancer avec les deux jambes. C'est-à-dire il faut s'occuper à la fois des problèmes urbains qui sont liés à la sécurité, à un taux de chômage élevé, des revenus moyens les plus bas de la région, ex-région Midi-Pyrénées, et aussi prendre en compte la désespérance des territoires ruraux où ils se sentent un peu oubliés, et avec toute la problématique de la réglementation de l'agriculture. Merci à vous. Face à vous, Valérie Rabault, bonjour. Bonjour, Patrick Vous êtes Mandello. la députée socialiste sortante. En quelques mots, quel portrait vous dresseriez de cette terre où vous avez donc déjà été élu? Alors cette première circonscription, elle a réellement un grand avenir pour au moins 3 raisons. Tout d'abord parce qu'on a beaucoup d'atouts sur le territoire. On est sans doute la seule ville qui a 2 autoroutes, 2 lignes de train. Nous avons beaucoup d'établissements médico-sociaux qui sont sur notre territoire, qui sont très performants. Nous avons un centre universitaire, nous avons des entreprises, nous avons une agriculture très performante. Nous avons des habitants qui prennent beaucoup d'initiatives. Je vais citer seulement 2 exemples. Nous avons une championne de boxe. C'est un peu inconnu peut-être du grand public, mais qui fait partie de l'équipe nationale de France, qui a remporté un match en Irlande il n'y a pas très longtemps. Et puis de l'autre côté, tout à l'est, nous avons Saint-Antonin-Nobleval, où par exemple la classe de 3e est en finale pour le rallye de maths organisé par la région. Sport cérébral. Sport cérébral s'il en est, ce qui montre que nous avons de vrais atouts sur cette circonscription. Elle a un deuxième atout, c'est qu'il y a une croissance démographique importante, on va en parler. Ce qui est signe d'avenir, porteur d'avenir. Et puis surtout, elle est aussi très belle. Nous avons un patrimoine et des paysages absolument fabuleux. Donc cette première circonscription de Tarn-et-Garonne, c'est vraiment un socle d'espoir et d'avenir, je crois, pour l'ensemble des habitants. Merci à vous, Thierry Deville, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez pour les Républicains. Alors, quel est votre regard sur ce territoire de la première circonscription du Tarn-et-Garonne? Un regard positif, naturellement. C'est l'endroit où je suis né, c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où je travaille. C'est l'endroit où, j'espère, le plus tard possible, je serai enterré. Mais c'est aussi un endroit paradoxal, puisqu'on a d'un côté un côté très urbain, Montauban, Grand Montauban, qui se développe très fortement, avec des perspectives absolument fabuleuses. Mais on a aussi une partie rurale extrêmement importante. Et je crois qu'il nous appartiendra à nous de conjuguer les deux. Conjuguer les deux, c'est être capable de faire ce qu'on a fait sur la partie urbaine. Je me souviens de Brigitte Barège, députée maire, qui a amené 100 millions d'euros sur les territoires, sur les cités où j'étais d'ailleurs, puisque j'ai fait un pied d'immeuble, au milieu de ces cités qui ont été transformées en petits collectifs, avec des balcons où ces gens vivent bien. Il faut qu'on soit aujourd'hui capable, par cette agence nationale de la territorialité, de la ruralité, d'apporter la même chose et de flécher des fonds dans tous ces territoires oubliés. Nous avons eu un vote des villes, un vote des champs. On doit l'écouter, on doit l'entendre et le comprendre. Merci à vous. Marie Nadal, bonjour. Bonjour, monsieur Noviello. Vous êtes la candidate La France Insoumise de cette première circonscription du Tarn-et-Garonne. Comment qualifiez-vous ce territoire ? Alors, c'est un territoire effectivement qui allie ruralité et urbanisation. C'est un territoire qui a effectivement de grandes qualités, qui a un fort patrimoine culturel. On est connu pour les spectacles de rue, pour les festivals. C'est un territoire qui malheureusement souffre d'une forte désindustrialisation. Depuis des années, de nombreuses usines ont fermé. Et également, que ce soit dans les campagnes et même en ville, une déliquescence flagrante des services publics. On parle de la poste, on parle de la fermeture de lits à l'hôpital ou de services. Et également
également les fermetures de gendarmerie dans les campagnes. Et voilà, mais aussi une forte... Donc l'agriculture est un gros atout. On n'appelle pas le Tarn-et-Garonne le verger de l'Occitanie pour rien, puisque 80% de nos fruits et légumes dans la région proviennent de notre département. Merci à vous. Enfin, le Front National, également représenté sur ce plateau, avec vous Thierry Vialon. Bonjour. Alors, même question qu'à nos autres invités. Votre regard sur ce territoire. Eh bien, pour ce qui concerne la dualité de cette circonscription, je m'accorde avec ce qu'ont dit les autres. Il est vrai que c'est une circonscription pour moitié rurale, pour moitié urbaine. Malheureusement, avec tous les problèmes inhérents à la ruralité d'une part et à l'urbanisation d'autre part, c'est-à-dire l'insécurité qui va crescendo malgré effectivement les destructions de bars et les constructions de plus petits collectifs, une ruralité laissée pour compte, la disparition des services publics. Donc je pense que malgré tous les atouts de cette circonscription, il y a un fort enjeu et un gros travail à faire. Sans oublier que c'est une circonscription qui, de par sa géographie, est quand même soumise à l'influence économique de Toulouse. Donc voilà, un partenariat qui est inhérent à ce territoire. Merci à vous 5 de nous avoir vraiment donné une idée plus précise de ce territoire sur lequel vous êtes candidat et dont on va parler. Alors avant de vous donner la parole plus longuement pour débattre, on revoit les résultats de la présidentielle sur cette première circonscription du Tarn-et-Garonne. C'est ici Marine Le Pen qui est arrivée en tête avec plus de 24% des voix. Derrière elle, Emmanuel Macron avec 21,5%. Derrière encore, on voit Jean-Luc Mélenchon avec 19%. Quasiment à égalité avec François Fillon. Puis loin derrière, Benoît Hamon pour le PS avec 6 points. Au second tour de cette présidentielle, Emmanuel Macron l'emporte avec 60,9% des voix. Alors on ouvre le premier chapitre de ce débat, et je le précise, c'est un débat. Député, pourquoi faire? Alors, campagne locale ou nationale, action dans l'hémicycle ou plus concrètement encore sur le terrain? Vous allez nous donner votre avis sur la manière dont vous envisagez le rôle de député et éventuellement donc le vôtre. On commence avec vous, Thierry Deville. Un rôle extrêmement clair. Effectivement, je ne serai pas un député de Paris dans le Tarn-et-Garonne, je serai un député du Tarn-et-Garonne à Paris. C'est-à-dire qu'il faut à la fois combiner cette action nationale, voter des lois, essayer qu'elle soit le plus pertinente possible. Je prends un exemple. Juin 2012, on va supprimer les heures supplémentaires. Il est évident que si j'avais été parlementaire à l'époque, j'aurais jamais voté un texte de cette nature. C'est un texte dont le département a besoin. Mais parallèlement, je travaillerai pour flécher des fonds sur ce territoire. Pas des fonds sous forme de réserves parlementaires et autres, mais des grosses actions. Paradoxe de notre territoire, je prends un exemple. On va parler de Montauban et du Grand Montauban, je suis, je crois, bien placé. J'observe que sur notre territoire, la loi Pinel ne s'applique pas. C'est un véritable scandale. Cette loi Pinel aurait dû s'appliquer ne serait-ce que parce que d'ailleurs le ministre était issu de notre territoire. Seconde observation, on est en train de parler des territoires. Le Grand Montauban est un territoire qui bouge, un territoire qui nécessite énormément d'argent, mais qui irrigue le département. Boulevard de contournement, c'est un boulevard qu'on devrait normalement financer collectivement. C'est le Grand Montauban qui porte ce projet depuis l'origine, alors qu'on aurait pu, là, une nouvelle fois, flécher les fonds. Donc le député, si je vous suis, est aussi là pour faire remonter des dossiers locaux nationaux. C'est aussi votre avis, Valérie Rabault? Un député marche sur deux jambes. Il fait bouger la loi, à la fois sur des grands dossiers nationaux et sur des dossiers locaux. J'ai été classée par vos confrères première députée sur 577 pour la capacité à faire passer des amendements, c'est-à-dire les faire voter par l'ensemble de mes collègues. Et les 3/4 de ces amendements portent sur des problématiques locales qui m'ont été remontées de la circonscription. On est député d'une circonscription, on agit sur des dossiers nationaux, mais aussi des dossiers locaux. Et puis la seconde jambe, c'est évidemment de flécher le maximum de moyens pour le territoire. Alors ça passe... Pour cette circonscription, on a eu 220, sur l'ensemble du département, on a eu 229 créations de postes d'enseignants, que ce soit au primaire, maternelle et jusqu'au lycée, ce qui est un record jamais obtenu. On a aussi eu un renforcement des investissements, de l'investissement des communes et des EPC, des communautés de communes, avec une multiplication par 3. Vous avez baissé la dotation globale de fonctionnement de la ville de Montauban dans des conditions, oui, parce qu'il faut réduire le train terribles. de vie. Il faut réduire le train de vie. Vous êtes élu à la ville de Montauban et vous avez baissé la dotation globale au moment où on doit exploser sur cette ville. Je vais, monsieur Deville. Il y a une multiplication par 3, je le répète, une multiplication par 3 des soutiens à l'investissement des communes. On est passé de 4 millions à 13 millions d'euros. En 2017, c'est bien une multiplication par 3. Le Grand Montauban. Pierre Mardegan, candidat, député, pourquoi faire? Simplement pour donner une majorité au président ou autre chose?
J'ai envie de dire les deux, mon capitaine, que ce soit national ou local. Local, j'essaierai d'abord de faire ce que fait Emmanuel Macron au niveau national, c'est-à-dire avec audace et détermination, remettre en marche ce département du Tarn-et-Garonne. Comme Emmanuel Macron s'est penché sur la France qui était passée par les urgences, qui maintenant a l'air d'aller mieux. Ça, c'est la première action. Il faudra aussi, au niveau national, que nos électeurs comprennent bien que c'est important d'avoir un député élu de la majorité présidentielle. Car quand c'est un député élu de la majorité présidentielle, je pense que Valérie Rabault ne me contredira pas, on a plus facilement d'action, de levier au niveau national, au niveau de Paris, pour faire pousser ou faire avancer les dossiers locaux. Sur le plan local, grande ambition, mettre enfin fin aux querelles qui règnent dans ce département. Je pense aux querelles politiques qui règnent depuis maintenant trop longtemps. Ce sont des querelles anciennes. Ce qui s'est passé dernièrement avec l'élection du président Macron montre que les vieilles politiques sont terminées. Il faut vraiment installer un changement avec de nouvelles compositions, une nouvelle recomposition politique. Marie Nadal, au contraire, la France insoumise, elle veut infléchir cette politique ou ce programme d'Emmanuel Macron, où il y a aussi effectivement un travail local dans la conception de députés. Alors tout à fait, effectivement, notre but en tant que France insoumise est de créer effectivement un véritable contre-pouvoir au Parlement à l'encontre des politiques que M. Macron souhaite mettre en œuvre. Après, pour député, pourquoi faire? Le député, c'est quand même un mandat représentatif, c'est un élu de la nation. Alors ça ne veut pas dire qu'il est coupé de sa circonscription, puisqu'effectivement, le rôle de député est de prendre en compte les considérations de ses concitoyens, de les faire remonter à Paris, mais également de faire redescendre tout ce qui se passe à Paris, savoir comment les lois sont votées et aussi quelles sont les éventuelles pressions lobbyistes qu'il pourrait connaître à Paris et les faire connaître à ses concitoyens. Après, effectivement, voilà, nous, notre but, c'est de créer un véritable contre-pouvoir. On sait que la politique que souhaite mener le président Macron va aggraver la situation, notamment en France et notamment dans le Tarn-et-Garonne. On ne peut pas améliorer les choses quand on veut baisser le budget de 60 milliards ou supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Quand je le disais tout à l'heure, on manque de services publics, c'est complètement antinomique. Thierry Vialon, le FN, contre-pouvoir également ? Bien entendu. Le rôle d'un député est avant tout de voter des lois, et des lois qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, pas seulement sur une partie de celui-ci. Donc je pense que le rôle premier, effectivement, d'un député Front National, c'est d'être un contre-pouvoir à M. Macron et à sa politique ultralibérale de défendre les intérêts des Français, l'emploi des Français, la sécurité des Français, d'instaurer la priorité nationale. Donc, alors après, bien entendu, il est bien évident que le territoire, on fait remonter les demandes qui en émanent, on essaye effectivement d'avoir des crédits qui viennent sur notre territoire, mais vous savez, le véritable représentant du territoire au Parlement, c'est quand même le sénateur. Le député, d'ailleurs, j'en veux pour preuve, était élu auparavant sur un scrutin à la proportionnelle, que nous demandons depuis fort longtemps. C'est une conception que je ne partage pas. Un député est ancré sur son territoire. J'ai jamais dit qu'il n'était pas ancré sur le territoire. Il est ancré sur son territoire. Mais il vote des lois, comme je vous le dis, qui s'appliquent à l'ensemble de la nation. Mais les sénateurs aussi, heureusement d'ailleurs. Oui. Et ça serait bien qu'il y vive. Parce que le paradoxe de cette élection, c'est qu'on a, je prends Mme Rabault qui habite à Paris, M. Mardegan qui habite à Agen, M. Vialon qui habite dans le Tarn. Je suis heureux de savoir que vous, Mme Nadal et moi-même, nous vivons sur le territoire. C'est un paradoxe, mais vivre dans le département... La moitié de la semaine, je vis à Paris, je suis députée. Non, vous arrivez le samedi, vous arrivez le dimanche. Non, mais c'est juste une approche. Je pense, Madame Rabault, que il ne vous suit pas assez près. Je pense qu'il ne suit pas assez près. Je l'invite à aller voir tous les habitants de la circonscription que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui, d'aller voir l'ensemble des élus. L'ensemble des élus. Répondre à M. Deville aussi, ça fait plus de 30 ans que je travaille jour et nuit dans le Tarn-et-Garonne et je suis encore plus et certainement mieux placé que M. Deville pour savoir ce que ressentent les Tarn-et-Garonnais. Vous habitez à Agen, Tarn-et-Garonais, j'habite à Agen, j'habite à Montauban, je ne m'en cache pas, monsieur. Au-delà de ça, la question c'est... Monsieur Deville, je ne pourrais pas... Bon, on ne va pas se distribuer nos cartes d'identité et nos adresses, mais au-delà de ça, la question que peut se poser le grand public, effectivement... On ne peut pas être électeur si nous ne sommes pas de Oui, bien sûr. D'autres l'ont expérimenté. Mais la question, effectivement, que se posait l'électeur, c'est... finalement, est-ce qu'il vous reconnaît, est-ce qu'il vous connaît, est-ce qu'il connaît son député? C'est ça aussi, est-ce qu'il le voit sur le terrain? Parce qu'effectivement, il y a un rôle à Paris, un rôle à Montpellier. Il faut leur poser la question à eux, bien entendu. Mais toujours est-il que moi, je passe la moitié de la semaine
en Tarn-et-Garonne, la moitié à Paris, en non, nous siégeant. Madame Brabo, mais non. Vous ne pouvez pas être là. Vous pouvez pas être la reine des amendements, je vous ai bien entendu, et parallèlement être la reine de la présence dans le département. Vous êtes présente. Le département, c'est pas un abus du samedi et du dimanche, c'est un abus de tous les jours. Mais c'est pas un reproche. Vous l'avez dit en préambule. Vous avez déposé le plus d'amendements en France. Oui. C'est parce que vous avez passé beaucoup de temps dans la ville, vous habitez à Paris. Mais c'est pas grave, c'est un constat. Mais c'est pas un reproche. C'est un constat. Mais vous pouvez avoir votre vérité à vous. C'est un constat. Mais c'est pas la vérité, c'est une réalité. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. J'avais pris un engagement. Monsieur Novello, non, mais je tiens quand même à le préciser. Allez-y, concluez, parce qu'après on va avancer, sinon on perd du temps pour aller sur le fond. Les mensonges qui sont racontés à longueur de journée par monsieur Devine sont exaspérants pour le débat politique. Moi, j'ai pris un engagement en 2012, je passe la moitié du temps que j'ai tenu, monsieur Devine. Bon, moitié du temps à Montauban. On avance, on passe à autre chose, parce que comme vous le disiez, on perd du temps sur le fond et on ouvre, s'il vous plaît, Vous n'auriez pas pu déposer autant d'amendements, être rapporteur général. Et on ouvre le second thème de débat. La moitié à Paris. Ah, ben c'est vous qui relancez, là, Valérie Arbaud. Donc ne nous dites pas que vous relancez. Monsieur Novello, écoutez-moi, juste rapidement, parce que là, on n'avance pas tellement sur le fond. Allez-y. Mais je trouve que le débat, la démocratie doit avoir des paroles justes et des actes justes. Et donc, je n'admets pas les mensonges de M. Devine. Mais ce n'est pas un mensonge. Je ne les admets pas. Enfin, quand même, il y a 7 jours dans une semaine. Si vous avez passé la moitié de l'année, ça voudrait dire que 3 jours et demi par semaine, vous seriez à Montauban. C'est inexact. Je n'ai pas dit que Montauban, la circonscription, c'est la moitié Vous l'avez rappelé en préambule. Et les 62 autres. Vous êtes rapporteur général du budget, vous avez déposé le plus d'amendements. Oui, c'est un dialogue et on va essayer de revenir au débat. On ne vous dérange pas? Non, on va revenir au débat. Allez, on ouvre le second thème de débat de cette émission avec une problématique, on va dire à la fois plus locale, mais qui peut aussi faire école au niveau national. Quel avenir pour le Montalbanais? Alors le département, on en a déjà dit, gagne 2600 habitants par an. C'est la plus forte expansion de la région Occitanie, derrière l'Hérault et la Haute-Garonne. Et ça ne va pas s'arrêter, si l'on en croit les statistiques de l'INSEE pour les 30 ans qui viennent. Alors, quel avenir pour ce Montalbanais si proche de Toulouse? Peut-il se dégager de l'influence de la métropole ou au contraire en profiter? On débute avec vous sur ce dossier, Thierry Vialon. Oui, je pense que justement, ça sera le rôle d'un député, en partie, d'essayer de valoriser ce territoire pour qu'il ne soit pas uniquement dépendant de la métropole toulousaine et de son économie. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a la production agricole qui est très très importante, puisque 80% effectivement des fruits et légumes de la région sont produits sur le territoire du département, donc pour moitié pratiquement sur notre circonscription, ça fait plus de 300 000 tonnes par an. Donc je pense qu'effectivement, l'effort devra être mis sur la ruralité. Après, on voit que pour ce qui est des entreprises montalbanaises, c'est souvent de la logistique. Donc là, justement, on se retrouve toujours un peu cette dépendance vis-à-vis de Toulouse. Il n'y a pas, ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de véritable industrie, ou du moins, il y a eu une désindustrialisation pour le peu d'industrie qu'il y avait. Ça, c'est pas propre à ce territoire, hein. C'est plus général. Marie Nadal, sur ce dossier. Alors effectivement, Montauban, notre circonscription est un territoire qui se retrouve à l'ombre de Toulouse, mais il a une grande richesse et il faut préserver sa spécificité tant culturelle qu'économique. Les Tarn-et-Garonnais ne veulent pas vivre, en tout cas les Montalbanais ne veulent pas vivre dans une ville dortoir de Toulouse. Toulouse doit profiter des avantages de Montauban et Montauban doit profiter des avantages de Toulouse. Il ne doit pas y avoir de relation d'asservissement entre les deux villes. Alors, pour nous, dans la France Insoumise, notre but, c'est de réaménager le territoire. Notre but, c'est de renforcer le maillage économique local, donc en favorisant la production agricole locale, les circuits courts, et le bio, l'agriculture raisonnée. Il faut aussi, toujours la même problématique, irriguer le territoire de plus en plus de services publics, rouvrir des services à l'hôpital, faire que les lignes ferroviaires soient pérennisées. Il faut également réaménager le territoire dans le sens où il faut rapprocher les bassins de vie des bassins d'emploi. Les personnes ne doivent plus faire 50 km, comme l'a dit M. Deville ce matin, venir de Montauban ici, c'est infernal. Il faut remettre une véritable démocratie participative aussi dans la circonscription et promouvoir, c'est ce que je disais, toute la spécificité du département, la culture, et aussi faire que Montauban devienne un pôle universitaire, notamment au niveau scientifique, puisque nous, avec la transition écologique, on va avoir besoin pour créer des emplois, on va avoir besoin d'ingénieurs et ces ingénieurs doivent être formés à Montauban.
Pierre Mardegan, sur ce dossier, justement, ce rapport à la métropole, mais aussi le fait de ne pas oublier, au-delà du Montalbanais, le nord du département. Alors je vais rejoindre parfaitement ce que vient de dire Mme Nadal. Le Tarn-et-Garonne et Montauban en particulier ne doivent pas être considérés comme un dortoir. Je veux dire que Montauban ne vit pas à l'ombre de Toulouse. Montauban a son propre rayonnement. Je crois que si on additionne les lumières de Toulouse et de Montauban, le rayonnement des deux villes va s'y retrouver. Montauban est une ville dynamique, avec une industrie, notamment dans la sous-traitance aéronautique, qui se développe. On a de l'attractivité dans le domaine agricole. On sait qu'on peut développer des idées, des projets d'innovation dans ce domaine qui seront certainement source d'emploi. Il en est de même aussi pour le patrimoine. Hein, ça a été évoqué tout à l'heure par d'autres candidats. Ce patrimoine politique, ce patrimoine culturel, ce patrimoine historique que nous avons dans le Tarn-et-Garonne. La deuxième chose que je voudrais dire, il faudrait que, on l'a vu là tout au cours de ce débat, qu'il y a encore des tensions qui existent sur le plan politique. Je pense que la leçon n'a pas été retenue par tout le monde et qu'il faudrait peut-être qu'on apaise un peu tout ça pour qu'on essaie de construire un débat de fond. J'ai envie plutôt de dire qu'aujourd'hui, cette élection législative doit être la possibilité de réconcilier, de rassembler les Tarn-et-Garonnais autour d'un projet, parce qu'on sent que le Tarn-et-Garonne a un véritable potentiel. Vous l'avez dit tout à l'heure, 2 axes autoroutiers, des voies ferroviaires. On sent qu'il y a tout ce qu'il faut pour développer sur le plan économique ce département, et pas que Montauban. Je crois qu'il ne faut pas être un député de la ville, il faut être un député de la ville et du milieu rural. Oui, on l'a bien compris dans vos propos à chacun, oui. Voilà, et je crois qu'on a aujourd'hui, les atouts sont dans notre manche, les Tarn-et-Garonnais le savent, ils sont fatigués de ces querelles. Je crois qu'il est temps de tourner la page. On ne pourra bien se tourner vers l'avenir et se tourner avec cet espoir qu'entraînait l'élection du président Macron, que si le Tarn-et-Garonne se tourne dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'il faudra une majorité forte et stable, et donc des députés à la majorité à l'Assemblée nationale. Admettez tout de même que l'ensemble des Français et des Tarn-et-Garonnais ne partagent pas la vision d'Emmanuel Macron quant à l'avenir de notre pays. Il n'y a qu'à voir les scores du premier tour. Je crois qu'il y a quand même une grande majorité d'électeurs qui souhaitent justement, qui ont une autre vision de ce que doit être notre avenir. Il semblait focaliser sur des querelles. Je crois que non, il n'y a pas d'adversaire, il y a des concurrents, chacun s'exprime avec une vision de sa société. Je parlais des querelles historiques. Et donc, il n'y a pas de... Je crois qu'il faut... Ils font partie du patrimoine. Il faut dépasser tout ça. Aujourd'hui, on s'inscrit sur le XXIe siècle. Non, vous inscrivez, monsieur Duy, dans la vieille politique. Allez, on revient au fond du dossier, justement, et à cette question. Quel avenir pour le Montalbanais avec vous, Valérie Rabon? Oui, moi, je crois qu'il y a 3 chantiers. Et que ces 3 chantiers doivent être menés par des députés qui sont investis à 100%. Je sais que d'autres candidats souhaitent conserver leur emploi en parallèle. Moi, je suis une députée à 100%. 100% pour le territoire. Alors, le premier chantier, pour irriguer notre ville, qui, encore une fois, n'est pas dans l'ombre de Toulouse. C'est peut-être la sœur cadette, mais parfois, les cadets dans une famille dépassent l'aîné. Le premier chantier, c'est la structuration du chantier de la LGV. Il faut absolument que les appels d'offres puissent permettre aux entreprises de notre territoire de pouvoir y répondre. Ce qu'il faut, c'est créer des petits lots pour que l'ensemble des PME de notre département, que ça ait des cartographies, puissent répondre à ce chantier. Que ce grand chantier profite à l'emploi local. Tout à fait. Alors moi, il se trouve que je connais bien Elisabeth Borne, qui est la nouvelle ministre des Transports, je la connais depuis 15 ans, ce qui permet d'avoir une porte d'entrée pour dire il faut structurer ce chantier. Le deuxième volet qui est très important, quand on veut faire bouger les lignes sur la ruralité, on peut toujours déposer des amendements. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, faire une grande loi ruralité qui traite tous les sujets, les services publics, l'installation des médecins, les écoles, pour pas qu'il y ait des maires qui investissent pour la construction d'une école, puis après on leur dit il faut peut-être revoir les classes. Il faut avoir cette vision d'ensemble. Les élus des territoires de montagne ont été plus malins que nous, ils ont fait une loi montagne, ils ont tout mis dedans, tout porté. Cette loi, moi, si je suis élue en juin prochain, je m'engage à la déposer pour septembre, avoir l'ensemble des points qui puissent être abordés. Et puis, il y a la question, le dernier chantier, c'est la question du pouvoir d'achat. Notamment pour l'ensemble de nos concitoyens de ce département. Aujourd'hui, il y a des candidats qui proposent d'augmenter la CSG pour les retraités. Dans notre département, il y a 50 000 retraités. 50 000. Et le seuil qui est proposé, c'est de partir de 1 400 €. Une augmentation de CSG à 1 400 €, ça fait 285 € de plus sur l'année à payer. C'est-à-dire l'équivalent d'une facture d'eau. Pour un couple, l'équivalent d'une facture d'eau en plus. Ça, ce n'est pas admissible. En tout cas, moi, je me battrai contre cette proposition qui est aujourd'hui portée par... Avant de donner la parole à Thierry Deville sur le dossier, Pierre Mardegan, ça revient souvent, hein, ces reproches qui sont faits sur
l'éventuelle baisse des retraites avec le programme d'Emmanuel Macron? Alors, ce qui est dit dans le programme du président Macron, c'est augmenter le pouvoir d'achat des Français. Je crois qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, parce que c'est la conséquence indirecte de ce que vient évoquer Mme Brabo, c'est d'abord redonner du pouvoir d'achat aux Français. Je crois que la première Et sur les retraites, simplement répondez sur les retraites, parce qu'après, sur les retraites, non, on n'est pas dans cette gamme de... Non, tout doit être ajusté. Ah non, Mme Brabo. Si, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit, je vous assure. Je vous assure, c'est ce qui est écrit. C'est totalement injuste. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus auprès du président Macron. J'ai eu l'occasion de le lui dire, parce que je suis allée à son investiture, et ça fait partie des points que j'ai évoqués. Ce n'est pas possible. Il y a 50 000 retraités dans notre département. Il n'est pas possible de leur faire une fonction de CSG. Comment pouvez-vous imaginer, Mme Bravo, que le président Macron, qui ne veut laisser personne au bord du chemin, il a dit « je vais relancer l'économie, je vais redonner de la liberté, je vais libérer l'économie ». Laissez-moi terminer, monsieur. Libérer l'économie, libérer les initiatives, sans laisser personne au bord de la route. Et vous pensez qu'il va laisser les personnes âgées retraitées sur le bord de la route? Non. Bon, on verra comment ça se passe. Thierry Deville, on revient au Tarn-et-Garonne avec vous, avec l'avenir du Montalbanais. C'est gentil. Alors non, Montauban n'est certainement pas à l'ombre de Toulouse. J'allais presque vous dire que Montauban, le Grand Montauban, est plutôt aujourd'hui le soleil de Toulouse. On oublie de dire qu'il y a 35 000 collaborateurs qui travaillent sur notre territoire. Ça veut donc dire qu'on est le deuxième bassin d'emploi de l'ex-région Midi-Pyrénées. On a un territoire qui est effectivement très divers, ce territoire très urbain dont on parlait tout à l'heure, qui est un premier gros chantier sur lequel on doit tous se positionner, cette ligne à grande vitesse, qui va nécessiter des agencements extrêmement importants. Un chiffre. Le VRD, le montant des VRD qui seront dans notre ZAD. Nous avons créé une zone d'activité diverse, différée, de 600 hectares pour éviter la spéculation foncière. On va devoir l'aménager. C'est 150 à 200 millions d'euros. C'est énormément de travail pour nos entreprises. C'est aussi la contrainte pour nous de réaliser enfin ce boulevard urbain ouest qui permettra à quelqu'un qui arrive de la Française, par exemple, de ne pas traverser Montauban pour aller à Toulouse. C'est donc un territoire aménagé. Mais parallèlement, nous aurons grand tort d'oublier cette ruralité et c'est pour ça que dans notre programme, je crois que les Républicains sont le seul à avoir écrit 1 euro pour la ville, 1 euro pour la campagne. Je le disais en préambule, l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui avait été faite par Jean-Louis Borloo à l'époque, qui a permis à nos cités de se restructurer totalement. Il faut qu'on soit capable dans nos territoires de flécher les fonds. Ici, j'en termine, il faut une équité des territoires. Ce qui s'est passé en Guyane, la signature de ce contrat par l'ancien gouvernement le 21 avril 2017, qui a accordé 1,1 milliard plus 2,1 milliards budgétés à la Guyane, 3,2 milliards, m'apparaît moi totalement démesuré. Pourquoi? Nous sommes un territoire pauvre. Notre département a 45 habitants de moins, je dis bien de moins, que la Guyane. Et parallèlement, les dotations de l'État seront de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros pour l'exercice, ce qui est techniquement, pour moi, un véritable scandale. Donc, le manque d'équité et aussi, aujourd'hui, l'équité territoriale pour permettre à la fois à l'urbanité, mais aussi à la ruralité de vivre ensemble. Merci à vous. Protéger. Merci à vous quatre d'avoir débattu sur ces deux thèmes, l'un évidemment plus local, l'autre national. On arrive à la conclusion de ce débat qui concerne toujours la première circonscription du Tarn-et-Garonne, peut-être la vôtre, internautes qui nous regardez. On revoit la carte de ce territoire qui couvre donc l'est du département, dont Montauban. Et en guise de question finale, donc, je vais vous demander quelle serait votre priorité pour ce territoire si vous étiez élu député. On commence avec vous, Thierry Vialon. Eh bien, tout cela est bien beau, tout ce qu'on a entendu, défendre notre ruralité au niveau local, mais je pense que si on n'offre pas un véritable contre-pouvoir à Emmanuel Macron, à sa politique ultralibérale, qui aura également Emmanuel Macron est pour les traités transatlantiques tels que le CETA, tout le reste finalement ne vaut rien, puisque tous nos AOC, toutes nos productions locales seront balayées par l'entrée de produits en provenance d'autres continents qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Donc on veut jouer encore une fois dans le jeu de la mondialisation, mais par armes égales. Donc je pense qu'il faut vraiment que les Tarn-et-Garonnais se dotent d'un député qui les défendra, eux, véritablement, face à cette politique ultralibérale. Merci à vous. Valérie Rabault, si vous êtes donc réélue députée, quelle sera votre priorité ? Je serai députée à 100%, comme je l'ai été sur ces 5 ans. 3 priorités. La structuration du chantier LGV,
cette grande loi ruralité avec des propositions pour la refondation de la PAC, puisque nous allons avoir une nouvelle PAC en 2020 et les députés nationaux doivent s'en saisir. Et bien entendu, un gros sujet sur le pouvoir d'achat. Je me suis beaucoup battue pendant ce quinquennat, notamment avec une baisse de la CSG pour les retraites les moins élevées. Je compte bien maintenir le cap sur ce pouvoir d'achat avec une vision globale de la fiscalité et qui fasse qu'on n'augmente pas pour les retraités la CSG et certainement pas à partir de 1 400 € par mois. Merci à vous. Pierre Mardegan, quelle priorité si vous êtes élu député? Deux priorités. Dès le lendemain matin, je prends rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture pour défendre nos territoires agricoles et notamment pour les convaincre de revoir cette carte et de réintégrer le Tarn-et-Garonne dans les zones défavorisées. On n'a pas le temps d'expliquer l'impact financier qu'il peut y avoir pour de nombreuses reportages dans les journaux. Vous connaissez bien le problème. Et deuxièmement, c'est continuer à me battre pour ce projet de nouvel hôpital à Montauban, parce que pour y travailler tous les jours... À Bressol, monsieur. Mardegan. De l'autre côté de la circonscription. On va laisser conclure. Je ne savais pas, Mme Rabot et M. Deville, qu'il y avait des frontières sanitaires. Je ne savais pas qu'il y avait des frontières sanitaires. On dit juste que Bressol est dans la deuxième circonscription. Si vous permettez, je pense que je peux m'exprimer quand même assez clairement sur la santé dans ce domaine, à moins que vous soyez tous des spécialistes, mais c'est vrai que M. Deville est peut-être spécialiste dans la santé. Bressol faisant partie de la communauté d'Aglo, c'est pas moi qui vais vous le rappeler. Ce qui est important aujourd'hui, il y a une telle pression foncière qu'on ne peut pas imaginer un nouvel hôpital dans l'enclavement dans lequel il se trouve aujourd'hui, de pouvoir le restructurer en respectant le repos et la guérison des patients. C'est impossible. Terminez sur vos priorités. Voilà, je vais terminer. Excusez-moi, mais on m'a interrompu. Non, mais on vous a laissé répondre, c'est normal. Si vous voulez, moi j'écoute tous les gens, les patients qui sont dans des chambres doubles, non climatisées, qui n'ont pas de cabinet de toilette, parce que c'est un projet que je porte. Mes opposants le discréditent, ce qui est dommage, parce qu'ils perdent de vue que les besoins de santé de la population sont importants. Je termine. C'est une demande qui a été faite par la population, c'est une demande qui a été reliée par les professionnels de santé, qui a été validée, les soignants, les médecins, y compris par une conférence de consensus avec des experts de la région, qui ont dit qu'il fallait bien sûr construire un hôpital à l'extérieur de Montauban. Dernier point, juste dire pour conclure qu'il est très important qu'on ait une majorité absolue, que le président Macron ait une majorité absolue et stable pour pouvoir gouverner et remettre en marche le pays. Voilà, on l'a bien compris. Voilà, c'est ce que je voulais dire en disant qu'aujourd'hui, on peut tenter l'impossible pour détruire un peu ces vieux systèmes. Merci. Merci à vous. Marie Nadal, pour conclure, je vous pose la même question. Quelle priorité si vous étiez élu député? Alors ma priorité pour le Tarn-et-Garonne, c'est qu'il y fasse bon vivre et bon respirer. Pour cela, je m'engage à plusieurs choses. Je m'engage à créer des emplois, notamment via la transition énergétique. Je m'engage aussi à interdire l'usage des pesticides en général et du glyphosate en particulier, pour que nous puissions respirer un air sain dans le département et que nos agriculteurs cessent de s'empoisonner quand ils vont travailler dans les champs. C'est là un enjeu de santé publique. Je m'engage aussi à mettre en place une réelle démocratie participative pour impliquer les citoyens dans la prise de décision qui les concerne. Tout cela en accord avec l'Avenir en commun, le programme sur lequel se sont retrouvés 7 millions d'électeurs le 23 avril dernier. Ce soir, je suis ici la seule candidate du réel changement démocratique. Je suis la seule salariée employée dans le privé. Moi aussi, je suis salarié. Moi aussi. Vous êtes cadre. On va pas relancer le débat. Je suis vraiment salariée. Donc la seule qui vous redonnera la parole en remettant l'humain au cœur de la vie politique. L'enjeu de ces législatives, l'enjeu des législatives est énorme puisqu'on a la possibilité de créer un réel contre-pouvoir aux politiques du président Macron. Voter M. Deville, M. Mardegan ou Mme Rabot, ça sera la même chose. Voter France Insoumise, ça sera vraiment faire le contre-pouvoir. Donc voilà, si notre programme est cohérent, chiffré, votez France Insoumise. Merci à vous. Allez, pour terminer, Thierry Deville, quelle sera votre priorité si vous êtes élu député? 2 axes au niveau national, redonner le pouvoir d'achat, s'intéresser aux classes moyennes qui sont aujourd'hui plus moyennes, elles n'ont plus des problèmes de fin de mois mais des problèmes de début de mois, restaurer des marqueurs forts sur la sécurité, sur l'immigration, sur la politique familiale. Et par contre, au niveau du département, vous savez, il n'y a pas très longtemps, je suis allé visiter l'EHPAD du Courfaucau. Lorsqu'on sort, on a juste honte. Il y a 75 personnes qui y vivent. Il y a je dis bien une salle de bain par étage pour 25 personnes. Alors, j'écoute M. Mardegan, ça me fait penser, est-ce que j'ai envie d'être beau, d'être grand, d'être à bonne santé? Un hôpital à 250 millions d'euros, tout le monde en voudrait. En attendant, je préférerais qu'on fasse le projet de l'Arsenal, un très beau projet qui nous permettrait d'enlever les algécos, de mettre la gériatrie, de remettre la psychiatrie, de transférer notre EHPAD. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout contre un grand hôpital, on est tout simplement pas le dossier, Ne relancez pas le débat, Thierry Deville. Aujourd'hui,
nous ne relancez pas sommes le pas débat. dans le Confondre le rêve, nous sommes dans la médico-social et le réalité. sanitaire. Donc aujourd'hui, Il confond les deux nous dossiers. porterons ce projet de l'arsenal, Faut prendre le mais bon aussi dossier. nous travaillerons sur la voie de contournement et nous travaillerons Mélange. sur ces éléments structurants de la ligne à grande vitesse. On a le temps aujourd'hui, il faut absolument maintenant, urgemment, pouvoir relancer ce débat. Et j'aimerais bien d'ailleurs que, notamment du côté de M. Mardegan et M. Macron, Bon, allez, ne relancez pas si le oui débat. ou non, la ligne à grande vitesse, on est pour ou on est contre. Merci à vous 5 d'avoir accepté ce débat. Vous étiez 5 aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont en tout 11 candidats qui se présentent sur cette première circonscription du Tarn-et-Garonne. On voit leurs noms et leurs étiquettes politiques s'afficher, ce qui va permettre d'éclairer les électeurs de ce territoire pour faire le choix le 11 juin prochain pour le premier tour. Bonne fin de campagne à tous. Une campagne que vous pouvez continuer à suivre sur notre site internet, bien évidemment, mais aussi dans nos éditions régionales, avec évidemment les temps forts sur notre antenne et sur notre site les 11 et 18 juin prochains. À bientôt.